Messieurs les conseillers, mes chers collègues, la séance du conseil municipal est ouverte. Nous allons procéder à la désignation d'une secrétaire de séance et si vous le voulez bien, je vais demander à Madame Varchosas de bien vouloir faire l'appel des conseillers. Allez-y. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David Xavier Weiss. Madame Sophie Deschiens. Monsieur Bertrand Gaborio. Madame Laurence Bourdet-Mathis. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Madame Olivia Bugasky. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane Decreps. Madame Elsa Chély, excusée, représentée par Madame Bourdet-Mathis, Monsieur Christian Mortel, Madame Sophie Élisian, Monsieur Jérôme Karkulowski, Madame Martine Rouchon, Monsieur Giovanni Bueno, Madame Marie Combel, Monsieur Bruno Fellous, retardé, oui. Okay. Madame Constance Brault, Monsieur Jacques Poumette, Monsieur Marley Makindou-Tangou, Monsieur Yvon Lévesque, Monsieur Léopold Claude Sanogo, Madame Mélissa Varchosas présente, Monsieur Stéphane Chabaille, Monsieur Eddy Garot, Monsieur Julien Denègre, Madame Valérie Fournier, Monsieur Sacha Giffard, représenté par Monsieur Sanogo, Madame Amélie Stalins, excusée, représentée par Madame Haddad, Monsieur Aubin Leduc, Madame Charlotte Audan, Madame Françoise Cyr, Monsieur Christophe Carle, Monsieur Stéphane Geffrier, Madame Maroussia Hermeneux, Monsieur Sacha Alphen, Madame Frédéric Collet, excusée, représentée par Madame Courade, Madame Hélène Courade, Madame Catherine Vaudevire, Monsieur Lies Messatfa, Madame Pascale Fondeur, Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, Madame Aurélie Trottin, Monsieur Baptiste Nouguier, Madame Déborah Copagnac, Monsieur Nourdine Gandou. Merci. Merci, Madame Varchosas. Alors, je vous remercie. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Avant d'aborder les points fixés à l'ordre du jour, je vous informe que, conformément à l'article 34 du règlement intérieur du Conseil municipal, j'ai reçu communication vendredi 26 janvier d'un vœu déposé par les membres du groupe Levallois d'Avenir. De plus, conformément aux articles 32 et 33 du règlement intérieur du Conseil municipal, j'ai reçu communication lundi 29 janvier d'une question orale du groupe Levalloisien Ensemble. Le vœu et la question orale ont donc été ajoutés à l'ordre du jour du présent Conseil et seront examinés à la fin des points examinés à l'ordre du jour. C'est parti. Alors, nous commençons avec l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil, donc du 19 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Monsieur Geffrier, oui. Merci Madame le maire, bonsoir chers collègues. Simplement une précision dans mon intervention relative au budget climat. Ouais. Mes propos ont été retranscrits en disant « Il n'est nullement question de l'atténuation climatique », il fallait bien comprendre l'atténuation des effets du changement climatique. Voilà, histoire que les choses soient bien précises. C'est page 23 dans le compte rendu. On pourra ajouter cette précision, elle sera ajoutée. Je vous remercie. Je mets aux voix en ajoutant la précision donnée par Monsieur Stéphane Geffrier. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions municipales dont vous avez pu prendre connaissance. Monsieur Messatfa. Nous voyons qu'un recours contre la ville de Levallois par la Société Nouvelle Centrale Dépannage Réparation a été fait dans le cadre de la Convention de délégation de services publics relative à la Fourrière. Est-ce que pouvez-vous nous en dire davantage sur les raisons et motifs qui ont amené ce recours? Oui, c'était un des candidats qui avait répondu à notre appel d'offres pour la gestion de notre futur DSP Fourrière, qui est actuellement en cours. SNCDR avait candidaté, il n'a pas été retenu, il a déposé un recours contre cette décision. Il a fait valoir des arguments, et la décision est attendue. Alors je ne sais plus, excusez-moi, je reprends mes éléments. Mais quels sont-ils? Alors c'est le recours, pardon, la décision n'a pas été rejetée. Ce qui a été rejeté, c'est le référé en suspension, qui a d'ores et déjà été rejeté par le tribunal ce vendredi. Mais le recours au fond reste pendant. Et quels sont les motifs principaux de ce recours?
Je ne sais pas ce qu'il a mis en avant, mais en général, vous avez des recours de sociétés qui n'ont pas été retenus dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un marché public et qui déposent un recours. Je ne sais pas ce qu'ils font valoir exactement ici, dans le cas présent, mais en général... Alors, vous allez dire vous-même, parce que je ne sais même pas ce que c'est. Allez-y. Monsieur, je vais vous laisser la parole aux affaires juridiques. Le non-respect du délai de... Style, Madame le maire. Allez-y, dites-le, parce que moi je ne sais pas ce que c'est, je ne prononce pas des mots que je ne connais pas. La société SNCDR faisait valoir notamment le non-respect par la ville du délai de standstill. Le délai de standstill, pour la commande publique, c'est le temps qu'on doit respecter avant d'informer le candidat retenu. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de délai à respecter spécifiquement. Voilà. Voilà. Madame Courade. Simplement une question sur le recours par rapport à la construction envisagée au 96 rue Châtal. C'était tout simplement pour en savoir un peu plus et si vous saviez quel type de construction était projeté. C'est un petit logement de 13 mètres carrés. Okay. Merci. Peut-être d'autres questions. Nous prenons donc acte de la présentation de ces comptes rendus des décisions municipales et nous allons passer aux affaires financières. Attendez, je retrouve mon ordre du jour, du coup je me suis emmêlé les pinceaux dans mes dossiers. Tout va bien. Alors, les affaires financières, donc avec une délibération sur la fixation des montants de la participation des familles aux activités périscolaires et extrascolaires. Madame Bourdet-Matisse. Oui, je vous remercie, Madame le maire. Alors pourquoi maintenant? C'est parce que tout simplement nous devons inscrire dans le livret des préinscriptions à destination des familles les nouveaux tarifs. C'est la raison pour laquelle nous voyons dès maintenant les tarifs qui seront appliqués à la rentrée 2024 ou 2025. Il s'agit d'augmenter de quelques centimes. Tout d'abord, l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, j'en ai déjà parlé. C'est un tarif annuel qui aide les enfants en extrême difficulté. C'est souvent en lien avec l'éducation nationale. On passe de 11,20 € à 12 € annuels. La ruche aussi va augmenter de 36 à 37 € par activité et par trimestre. Sur la restauration scolaire, quelques centimes aussi. Nous n'avons pas augmenté l'année dernière, ni l'année d'avant. Il faut quand même rester un petit peu dans les prix. Eu égard à l'inflation et à la hausse des matières premières, il a été décidé d'augmenter de quelques centimes. Alors pour vous donner quelques exemples, pour le plus bas quotient, on est à 77 centimes. On était à 77 centimes, on passe à 79 centimes. On reste bien en deçà de la cantine à 1 € qui avait été demandée par le président de la République. 4,65, on passe à 4,77. Le tarif coefficient familial 3000, 5,68 à 5,82. Et enfin, pour le plus haut tarif, de 6,20 € à 6,36 €. Idem pour les études dirigées, qu'on augmente de quelques centimes, de 2 centimes à 15 centimes. Je vous épargne le détail. Voilà. Et puis à la marge, c'est dans la délibération, la carte leve-abeille augmentera si vous la perdez aussi de quelques centimes. Voilà. Le repas des enseignants, enfin voilà, de quelques centimes. Merci beaucoup. Madame Trottin a demandé la parole. Ah oui. Merci Madame le maire. Une simple explication de vote. En l'absence des informations nécessaires pour évaluer pleinement la situation malgré notre demande, il nous est difficile de nous positionner. En effet, à l'issue des commissions, nous vous avions demandé de transmettre l'évaluation globale de cette hausse sur les finances de la ville. Vous m'avez répondu que la réponse serait transmise lors du Conseil. Je vous l'ai donné. Ça m'a paru surprenant de ne pas avoir la réponse, que le calcul prenne si longtemps. Soit cette hausse s'est faite de façon aléatoire, soit vous ne souhaitiez pas me donner la réponse. Dans les deux cas, je n'ose y croire. Et par ailleurs, il y a une augmentation pour la ruche et on considère qu'elle n'est pas justifiée par la qualité de service offert. En effet, les activités in situ, les activités sportives qui avant avaient lieu dans les établissements et qui maintenant ont lieu à l'école, voilà, ça continue de nous interroger, donc on s'abstiendra. Je vais laisser mon directeur vous répondre sur le... Parce que forcément, je ne trouve pas votre réponse. Sur la ruche, je l'attendais. Ah, merci, Madame le maire. Voilà. Alors, je vais tout vous répondre. Donc,
Le montant de la restauration scolaire, donc l'augmentation est d'à peu près 70 000 euros. Voilà. C'est le gain généré par l'augmentation. Le gain généré sur la cantine. Voilà. Sur la cantine uniquement, effectivement. 70 000 euros, un tout petit peu plus de 70 000 euros. Pour la ruche, alors c'est amusant parce que je m'attendais à ça, c'est bizarre. Alors, non seulement on n'a rien enlevé, mais en plus on a rajouté. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait 21 activités différentes qui étaient proposées par les écoles élémentaires de la ville. Aujourd'hui, c'est 24 activités différentes. Alors, les activités sportives sont toujours, je cite, art du cycle, athlétisme, badminton, basketball, boxe académie, danse, danse urbaine, e-sport, futsal, golf, gymnastique, gymnastique artistique, handball, judo, karaté, mini-golf, mini-tennis, modern jazz, natation, pensez bien que ce n'est pas une situ, hein, sport urbain, trampoline, tennis en extérieur, tennis de table, volleyball. Voilà. Donc, je précise que nous avons rajouté des activités à la ruche et que, bien au contraire, nous n'avons pas supprimé les activités sportives. Merci à vous de m'avoir permis de rétablir la vérité. Merci beaucoup, Madame Bourdet-Mathis, pour cette précision importante. Monsieur Messatfa. Notre interrogation portait sur ce que vous avez considéré, notamment depuis 2 mars 2022, sur la généralisation, non pas du nombre, l'augmentation ou la diminution du nombre d'activités, mais le choix fait pour certaines activités de les faire plutôt dans les établissements scolaires plutôt que dans les équipements sportifs. Et c'est sur ce point-là que nous étions intervenus, c'est sur ce point-là que nous intervenions régulièrement, donc ne vous sentez pas surprise quand nous posons ces questions-là. Non, mais on a dit qu'on n'était pas, justement. Donc non, je ne suis pas surprise, regardez. Et votre réponse, c'était là. Vous nous apportez une réponse sur le nombre de disciplines. Nous vous interrogions et nous étions en train de vous interpeller sur des activités qui étaient avant dans des équipements sportifs qui sont aujourd'hui in situ dans les écoles. Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez évoqué, c'est vous qui l'avez expliqué, notamment, vous n'avez jamais évoqué ça en mars 2022 ? Non. Écoutez, c'est très bien. Mais on a eu votre réponse, nous nous abstiendrons. Très bien. Alors, si je puis me permettre, Madame Bourdet-Mathis, à ce moment-là, avait dit qu'effectivement, les activités qui pouvaient se faire sur les centres de loisirs, à l'intérieur même des centres de loisirs, qui Allô, voilà. Les activités que nous pouvions faire. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, ça marche. Les activités que nous pouvons faire sur site, plutôt que de déplacer les enfants et de les emmener d'un lieu à un autre, ce qui fait qu'on perd du temps au moment du déplacement, on le fait bien sûr dans le centre de loisirs. Ce qu'on ne peut pas faire pour toutes les activités proposées à la ruche, telles que celles qu'a cité Laurence, natation, volley, tennis en extérieur, etc. Mais quand on peut faire aux enfants des activités sur place, on les fait sur place plutôt que de les déplacer, notamment l'hiver quand il fait froid. Ça permet de garder les enfants au chaud. C'est simplement ça qu'on avait dit. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes partis comme ça dans des explications étranges. Mais en tout cas, c'était c'était simplement ça qui était indiqué. Donc on ne dégrade pas la qualité et les activités proposées à la ruche, bien au contraire. Et merci à tous les animateurs et à tous les intervenants qui s'occupent des enfants à la ruche. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, pour une explication de vote. Oui, non, c'est juste une petite précision. Déjà, il n'y a pas de polémique. Nous, on a toujours voté pour depuis le début du mandat sur ces questions-là. C'est la première fois qu'on s'abstient, on ne vote même pas contre. On vous a posé une question sur la qualité, et Mme Bourdet-Mathis nous a répondu sur la quantité. Nous, la qualité, c'est juste par rapport aussi à une autre chose que vous nous aviez dit, c'est que maintenant, les activités étaient gérées par les animateurs et non plus par des sportifs du LSC. C'était plus par rapport à ça qu'on disait ça. Et par ailleurs, maintenant qu'on sait, qu'on a enfin la réponse sur combien ça rapportait la ville, 70 000 euros, ce que je trouve un peu dommage, c'est de faire porter cette somme sur les familles, alors qu'il vous suffirait de vendre vos acquis au prix du domaine et d'arrêter de brader le bien immobilier de la ville pour couvrir largement cette somme. Très bien. Non, il n'y a pas de réponse à apporter. Alors, je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention, je vous remercie, elle est adoptée. Nous passons, Madame Haddad, s'il vous plaît, avec la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et le LSC. Un avenant numéro 3.
Oui, merci. Bonsoir à tous. Nous avons adopté en 2021 cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et le LSC. On a déjà fait passer 2 avenants. Le premier avenant en juin 2023 qui portait sur la déduction des heures supplémentaires du montant de la subvention annuelle au LSC. On a, en fin d'année dernière, en décembre, adopté un second avenant relatif au process de refacturation des heures supplémentaires effectuées par les agents de la ville au LSC. Et cet avenant numéro 3, en fait, est afférent à la rémunération des agents mis à disposition permanente cette fois-ci par la ville auprès du LSC. On parle ici de 2 agents, puisqu'en même temps, nous avons réactualisé la liste des agents mis de manière permanente à disposition du LSC. On est passé de 3 à 2 agents. Et donc, on instaure un process de refacturation trimestrielle sur présentation d'un titre de recette par la ville au LSC. Voilà, assez simple. Merci. Pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Nous passons aux affaires techniques. Monsieur Gaborio, si vous voulez bien nous parler du recours administratif préalable obligatoire, le rapport annuel 2023. Allez-y. Merci, Madame le maire. La dépénalisation du contrôle de stationnement payant de surface est rentrée en vigueur en janvier 2018. Aussi, il convient, comme chaque année, de dresser un rapport annuel d'activité sur les FPS, les forfaits post-stationnement, qui ont été établis, ainsi que le nombre de recours reçus, dits RAPO, qui sont les recours administratifs préalables obligatoires. Au terme de l'année 2023, 35 204 forfaits de stationnement, post-stationnement, ont été établis sur la ville de Levallois contre 25 575 en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 37,65%. Cette augmentation s'explique par le contrôle du stationnement payant qui a été optimisé avec l'optimisation du dispositif LAPI. Le LAPI, c'est le lecteur automatique de plaques d'immatriculation, qui a permis de maintenir un contrôle efficace avec une meilleure régularité. Le nombre d'agents de terrain assermentés a également évolué à la hausse, ce qui a contribué à contrôler le stationnement payant avec davantage de ressources. Concernant les recours administratifs préalables obligatoires, 1918 recours ont été enregistrés en 2023 contre 1348 en 2022. Cette augmentation de recours s'explique d'une part par un nombre global de FPS en nette augmentation, mais se justifie également par un grand nombre de cartes de stationnement pour personnes handicapées qui ne sont pas enregistrées dans la base de données de la société Levapark et donc non détectées par le contrôle LAPI, et ça représente environ 1000 recours. Par ailleurs, ces recours peuvent également concerner des problèmes techniques au moment du paiement ou des erreurs de lecture de plaques, par exemple. Au total, 1549 rapports ont été acceptés, 191 rapports ont été rejetés et 178 dossiers sont toujours en cours d'instruction. Enfin, le taux de recours de deuxième niveau formulé auprès de la Commission du contentieux du stationnement payant, la CCSP, est stable. En effet, 225 requêtes, contre 215 en 2022, ont été effectuées auprès de cette instance. 85 décisions d'annulation ont été rendues, ce qui démontre la qualité de l'instruction des recours. Voilà, Madame le maire, le rapport que l'on pouvait faire sur les rapports de l'année 2023. Merci, Monsieur Gaborio. Une question de Monsieur Messatfa. Vous l'avez dit, ce rapport, il met en évidence un dysfonctionnement du système qui pénalise pas n'importe qui, les personnes en situation de handicap. Donc, 1918 recours en 2023, dont réalisés pour 995, donc 1000, par des personnes en situation de handicap qui disposent de la carte handicap citoyenneté qui leur permet de se stationner dans le Valois gratuitement. Donc ça veut dire qu'on est presque à 50% de rapports qui sont liés aux personnes handicapées. Et quand on regarde si le recours leur a donné raison, on voit que 100% de ces rapports-là obtiennent gain de cause.
Donc, je suis allé regarder. Donc, quand on est un Levalloisien en situation de handicap, pour pouvoir être enregistré dans la base de données qui permet à la lecture d'être contrôlée convenablement par le système informatique et la lecture intelligente de plaques d'immatriculation, il faut aller à Levallois Découverte. Quand on n'est pas un résident levalloisien, il faut appeler le VAPARC. Mais je trouve que c'est un peu complexe, quand on va voir des amis et qu'on est en situation de handicap et qu'on n'est pas dans une ville, de devoir appeler le VAPARC pour se mettre en situation et ensuite entreprendre des mesures administratives supplémentaires pour récupérer en fait une autorisation ou, quand on est contrôlé, récupérer l'argent ou contester la contravention indue. On a à Paris un autre système, par exemple. Quand on est une personne en situation de handicap, on se stationne, on va à l'horodateur, on met sa plaque d'immatriculation, on s'enregistre, comme ça, le lecteur de plaque d'immatriculation automatisée reconnaît et a ça dans cette base de données. Je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir de facilitation sur le stationnement des personnes en situation de handicap. Donc, qu'avez-vous prévu pour éviter que 1000 personnes en situation de handicap soient injustement verbalisées et qu'ils doivent ensuite réaliser, on va dire, des recours et un rapport? Parce que si on a 1000 recours, rapport, à mon avis, je pense qu'on en verbalise beaucoup plus. La difficulté, Monsieur Messatfa, c'est qu'on a essayé en début de mandat de pouvoir récupérer effectivement toutes les données des personnes levalloisiennes, notamment qui étaient détentrices d'une carte PMR, et on nous a répondu qu'au regard de la RGPD, etc., ces données ne pouvaient pas nous être communiquées. Voilà. Donc effectivement, on ne peut être que sur des déclaratifs de personnes levalloisiennes qui viennent s'enregistrer au préalable pour nous indiquer qu'elles bénéficient bien de la gratuité à Levallois et que leur véhicule peut stationner gratuitement sur la voie publique. On sait que le système n'est pas parfait, effectivement. Celui de Paris que vous évoquez ici ne l'est, à mon avis, pas non plus, parce que ça oblige la personne à mobilité réduite à systématiquement se rendre à l'horodateur, qui n'est en général pas juste à côté de sa voiture, pour pouvoir faire taper sa plaque, etc. Donc voilà, à mon avis, aucun système n'est parfait. Le nôtre est comme il est aujourd'hui. Il a ses qualités comme ses défauts. Encore une fois, on est bloqué par tout un tas de règles et de normes qui s'imposent à nous et auxquelles on ne peut pas déroger. Voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, la police municipale fait preuve de beaucoup de bienveillance et annule immédiatement tous ces FPS avant même que les personnes aient à les payer. Hein. Quand vous dites que les personnes se font rembourser, non, les personnes ne payent pas. Elles adressent un recours à la police municipale qui annule immédiatement sans que la personne ait déboursé quoi que ce soit. Donc oui, c'est une petite démarche un peu pénible. À chaque fois que la police municipale a le cas, on les invite à faire cette démarche pour être tranquille un an. C'est-à-dire qu'une fois que la démarche est faite une fois auprès de Levallois Découverte, la personne est tranquille toute l'année. C'est même toute l'année durant ou pendant 2 ans, je ne sais plus. Toute l'année, on va dire, toute l'année durant. Donc voilà, c'est une démarche effectivement un petit peu pénible, mais qui permet... toute l'année, oui, toute l'année. À vie ? Tout le temps, ah. toute l'année. Tant que la carte est valide. Voilà. Pour simplifier mon propos, j'ai parlé d'horodateur, mais bien évidemment, il existe des applications maintenant mobiles qui permettent de le faire. Et à Levallois, on en a une. Donc, il peut être réalisé des modifications sur cette application afin de réaliser une amélioration. Et vous avez parlé des Levalloisiens. J'entends la démarche qui est entreprise avec Levallois Découverte, mais vous oubliez les non-levalloisiens qui sont en situation de handicap et qui viennent à Levallois et qui, eux, je suis désolé... Comment font-ils pour savoir qu'il faut appeler le VAPARC pour pouvoir bénéficier de la gratuité et ne pas se faire... Non, mais ça, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi un impensé. On n'est pas Monaco où il y a des gens qui nous traversent, il y a des gens qui viennent voir des amis. Je pense qu'aussi c'est notre devoir de les accueillir et de trouver des solutions un peu On a compris, plus simples. Le système n'est pas parfait, on tend à l'améliorer. Il y a un nouveau marché qui va être effectivement passé. On est à 50%. Oui, j'ai bien entendu. Voilà, c'est ma réponse. D'autres demandes, d'autres questions? Il n'y en a pas. C'est un prend acte pour la présentation de ce rapport annuel en Conseil. Et nous allons passer, Madame Deschiens, nous restons sur les questions de handicap notamment, avec le rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité. Madame Deschiens, vous avez la parole. Merci, Madame le maire. Donc, notre commission s'est réunie le 5 décembre dernier
Et il lui a donc été présenté la synthèse des actions que nous avions menées tout au long de l'année 2023. Donc je rappelle que deux documents cadres pilotent notre action. D'une part, l'agenda d'accessibilité programmée, qui concerne donc les équipements publics, et d'autre part, le PAV, donc le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Concernant nos équipements publics, ils se divisent en 3 catégories. D'une part, les équipements administratifs et divers. Donc, nous avons là 18 équipements recevant du public concernés. Nous étions à fin 2022 à un taux d'avancement de la mise aux normes qui était de 81%. Nous sommes à fin 2023 à 86%. Pour les équipements sportifs et culturels, nous avons 13 équipements concernés. Nous étions à fin 2022 à 60% et nous sommes à un taux d'avancement à fin 2023 de 82%. Nous avons mis l'accent notamment sur le Palais des Sports Marcel Cerdan et le gymnase Sreki en vue de l'accueil des délégations pour les JOP donc 2024, puisque je vous rappelle que nous allons accueillir notamment une délégation paralympique australienne. Et enfin, les équipements de l'enfance et de la petite enfance, où nous avons là 50 équipements concernés. Un taux d'avancement à fin 2022 qui était de 79% et qui est à fin 2023 de 94%. Pour ce qui est de nos espaces verts, je rappelle qu'ils sont certifiés accessibles depuis de nombreuses années. En revanche, dès lors que nous réalisons quelques travaux, nous veillons à ce qu'ils soient que les travaux en question soient évidemment, que les normes soient évidemment prises en compte. Je pense à la passerelle ou au belvédère du bassin de la Planchette ou encore aux aires de jeu où lorsque nous changeons les jeux, nous mettons en place donc des jeux qui sont conçus et destinés aux enfants en situation de handicap ou encore aux agrès. Je pense au Feed Park des Berges de Seine où nous avons changé les agrès en 2023 et qu'ils ont été remplacés donc par des équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite ou encore aux fontaines à eau dans nos parcs et squares dont nous poursuivons le renouvellement par des bornes fontaines qui, elles, sont accessibles. Je rappelle que nous avons débuté cela en 2017. Pour ce qui est du PAV, donc c'est-à-dire la voirie, là nous avons également plusieurs points où nous œuvrons. D'une part, les feux sonores. Nous sommes à 203 traversées avec feux équipés et 412 signaux piétons sonorisés. Il nous reste 22 traversées à équiper. Nous sommes donc là à un taux d'avancement qui était à fin 2022 de 87%, qui est passé à fin 2023 à 89%. Nous concernons tout ce qui est carrefour et traversées. Contre 4 carrefours ont été mis aux normes ainsi qu'une place, donc c'est-à-dire la place Janzé. Donc nous avons sur les carrefours 16 traversées qui ont été mises aux normes et celles de la place Janzé, elles sont aux normes de 11. Donc 27 traversées au total ont fait l'objet de travaux de réaménagement ou de mise en conformité, ce qui porte le taux d'avancement de notre PAV pour les carrefours et traversées, qui était de 91,5% à fin 2022 à 95,5% fin 2023. Concernant le stationnement, sur voirie, je rappelle que la loi impose un 2% de places de stationnement réservées. Nous dépassons largement ce ratio, puisque nous sommes à fin 2023 à 5,12%. Dans nos ouvrages souterrains, nous sommes à un taux moyen de 2,56%. Et enfin, nous
poursuivons notre partenariat avec le site handicap.fr où toutes les places de stationnement sont référencées, qu'elles soient sur voirie ou en ouvrage. Nous arrivons donc en bilan général sur 2023. Pour les bâtiments, nous passons donc d'un taux d'avancement qui était de 73,5% en 2022 à fin 2023, pardon, à 79%, donc une augmentation de 5,5%. Et pour ce qui est de la voirie, pardon, nous étions à fin 2022 à 89,5%, nous sommes à fin 2023 à 92,5%, soit une augmentation de 3%. Au cours de la commission, nous avons eu un exposé sur les actions mises en place par la ville et le LSC, enfin la direction des sports et le LSC, où je rappelle que nous avons 17 sections qui ont accueilli donc des personnes handicapées en milieu ordinaire. Et également, un focus a été réalisé sur ce qui a été mis en place sous votre impulsion, Madame le maire, avec Laurence Bourdet-Matisse, au sein de la direction de la jeunesse et des centres de loisirs, donc la création de la cellule handicap qui a été mise en place depuis 3 ans, qui est en constante évolution et qui mène un travail remarquable. Enfin, sur les données sociales sur la ville, qui sont également un élément obligatoire à ce rapport annuel, c'est-à-dire le taux d'emploi des personnes handicapées sur la ville et le CCAS. La loi rappelle que nous devons employer 6% d'agents reconnus travailleurs handicapés. Donc la ville est au-delà puisque nous sommes à 6,65% et le CCAS à 13,64%. Voilà, Madame le maire, le rapport annuel tel qu'il a été approuvé par les membres de la commission d'accessibilité que nous réunissons maintenant depuis 14 ans. Très bien, merci Madame Deschiens. Madame Fondeur a une question. Merci Madame Deschiens. Donc, force est de constater que l'accessibilité à Levallois continue de s'améliorer et de progresser. Une préoccupation d'autant plus cruciale que la population vieillissante aura également besoin de ces équipements. Cependant, malgré le respect des normes, la réalité du quotidien des personnes à mobilité réduite demeure complexe. Les trottoirs sont étroits et encombrés, les places dédiées de stationnement en surface insuffisamment larges et la vitesse de circulation dans les rues étroites reste trop élevée. Le parking de l'hôtel de ville, qui a récemment été équipé d'un ascenseur, reste d'un accès difficile pour une personne en fauteuil. Passer par 2 portes coupe-feu et ouvrir ces portes en poussant un fauteuil n'est pas aisé, même avec l'aide d'un accompagnant. Donc la personne, en plus, ne peut pas le faire toute seule. Il est légitime de se demander dans quelle mesure les recommandations des associations représentant les personnes en situation de handicap sont prises en compte dans les décisions d'équipement de la ville. Je sais qu'elles sont présentes au comité. De même, l'obtention d'une télécommande nécessaire aux malvoyants pour activer le système sonore des feux de circulation relève d'un processus complexe lui aussi, passant par le CCAS puis les services de la voirie. Lorsque nous nous sommes renseignés sur ce sujet, plusieurs jours ont été nécessaires pour obtenir une réponse. Soulignons la non-fluidité du processus et la difficulté d'accès aux informations. Par ailleurs, la recherche d'informations concernant l'accessibilité sur le site de la ville de Levallois est laborieuse. Elle est dispersée dans des rubriques diverses qui exigent plusieurs clics. Au vu de ces constats, êtes-vous en train de réfléchir à une simplification du process? Et avez-vous prévu un dossier détaillé sur l'accessibilité dans un prochain numéro d'Info Levallois? Cela pourrait s'avérer utile pour informer les Levalloisiens concernés. Je vous remercie. Ce n'est pas prévu à ce jour, Madame Fondeur. D'accord. Le prochain dossier, ce sera sur les incivilités. Voilà sur quoi on travaille. Alors ça rejoint un peu les trottoirs encombrés que vous évoquiez. C'est sûr. Voilà. Madame Deschiens, vous voulez rajouter quelque chose ou on enchaîne? Donc, je voulais simplement, Madame le maire, indiquer que l'ensemble des représentants siégeant à la commission d'accessibilité
et les élus qui y siègent ne semblent pas non. Ce que vous remontez n'a pas été remonté en commission par notamment l'Association des paralysés de France ou d'autres associations. Voilà, donc je vous remercie pour votre exposé. Merci pour cette précision. Alors c'est un prend acte également sur cette délibération que nous présentons. Alors, Madame Deschamps, vous gardez la parole sur un sujet plus simple, la convention entre la ville et la société civile immobilière So-Office France, pour laquelle nous mettons à disposition des bornes escamotables sur le domaine public au 30 rue de Lorraine. Oui, merci. Faciliter là aussi la circulation sur cette portion de trottoir. Voilà. Notamment. Absolument. Nous sommes là donc au pied de la tour occupée donc par SAP au 30 rue de Lorraine, en face notamment du groupe scolaire Maurice Ravel. Il se trouve que depuis l'origine, il y a, et c'est normal, de nombreuses livraisons nécessaires à l'activité commerciale de cet immeuble, qui dispose d'un quai de déchargement qui était jusqu'alors protégé par des potelets amovibles, mais très rarement remis en place, afin donc de sécuriser cet emplacement et notamment d'empêcher les opérations de déchargement sur le trottoir, de garantir l'accessibilité de chacun des usagers au domaine public. Nous avons donc mené des négociations afin de mettre en place un dispositif qui soit plus pérenne et plus efficace, nous le souhaitons. Il va donc être installé 4 bornes escamotables mécaniques sur le domaine public, en limite entre la chaussée et le trottoir. Et cette convention prévoit donc la prise en charge financière de l'acquisition et de l'installation, donc ils sont réalisés par la ville, mais prise en charge par le propriétaire, puis une mise à disposition donc durant 5 années. Nous sommes là dans le même partenariat qu'avec par exemple la société L'Oréal sur le quai Charles Pasqua. Peut-être dire le coût quand même, parce que... Alors 50 000 € pour les bornes. Voilà. Plus de 54 000 € hors taxes, donc pris en charge par la la société, vie, mais c'est vrai que c'est un coût important. Je le dis parce que parfois on aimerait pouvoir en mettre partout, des bornes comme ça, c'est vrai qu'elles sont très efficaces et beaucoup plus sécurisées que les petites dans lesquelles parfois on a des accidents, mais elles ont un coût non négligeable. Voilà, c'est pour ça que je le souligne. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix cette délibération numéro 6, qui est pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Nous allons passer à la numéro 7, mais je vais demander aux administrateurs de la Maison de la Pêche et de la Nature de bien vouloir sortir, c'est-à-dire Madame Coville, Monsieur Gaborio et Madame Brault, avant de pouvoir vous parler de cette convention de partenariat, justement entre la ville, Pold et la Maison de la Pêche et de la Nature, pour la collecte des biodéchets. Comment ? Si, oui. Alors, cette convention de partenariat, donc tripartite, je l'ai dit, entre la ville, Pold et la Maison de la Pêche et de la Nature, va nous permettre, entre maintenant et la fin de l'année 2024, de continuer avec le dispositif que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire les 4 points d'apport volontaires sur 3 endroits différents. Pour rappel, 2 installés à la sortie du square Édith de Villepin, 1 au métro Louise Michel et un autre sur la place Marie-Jeanne Bassot, à côté de la place Pompidou. Ces 4 bornes vont rester là seules pour le moment. Donc l'idée de cette convention, c'est de pouvoir continuer à la faire fonctionner sur le même modèle, avec Pold qui finance, la ville qui pilote le projet et la Maison de la Pêche et de la Nature qui gère un peu tout le côté logistique du fonctionnement de ces 4 paves. Voilà, donc l'objet de la délibération, c'est uniquement ça. Mais j'en profite pour vous dire que sur ce sujet-là de la collecte des biodéchets, l'expérimentation que nous avons menée nous a permis d'avancer et de voir un peu clair sur la manière dont nous voulions avancer sur ce sujet. Donc nous gardons ce principe de point d'apport volontaire pour permettre la collecte des biodéchets. C'est-à-dire que chaque Levalloisien qui souhaitera trier ses biodéchets les stockera chez lui, puis viendra les mettre dans ces points d'apport volontaire que nous répartirons dans toute la ville à partir du mois de septembre 2024. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2024, ce sont non plus 4, mais 13 points d'apport volontaires qui seront répartis sur 12 sites différents afin de mailler l'ensemble du territoire. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'au 29 janvier 2024, c'était 895 foyers qui étaient inscrits
soit à peu près 2600 habitants. Pour mémoire, au 31 décembre 2023, on avait 700 foyers inscrits. C'est-à-dire qu'entre le 31 décembre et le 29 janvier, on a eu quasiment 200 foyers supplémentaires d'inscrits à ce dispositif, parce qu'il y a eu un petit peu de communication, notamment dans la presse nationale et dans la presse locale, sur cette nouvelle obligation de proposer une solution de tri aux personnes qui le souhaitaient. Donc ça, c'est une bonne chose. On avait en décembre 2023 2 tonnes de biodéchets collectés dans nos points d'apport volontaires. J'attends d'avoir le nouveau chiffre là pour le mois de janvier, mais je pense qu'il sera évidemment en hausse. On a un petit peu de marge encore sur ce que nos collecteurs peuvent absorber. On a une collecte actuellement organisée sur 3 jours, les lundis, mercredis, vendredis. Si on voit que d'ici septembre, donc d'ici le déploiement de nos points d'apport volontaires supplémentaires, nos points actuels débordent, et bien on fera passer la collecte plus souvent pour que chacun puisse venir y déposer ses biodéchets. Les campagnes de communication continuent, bien évidemment. Dans l'info Levallois du mois de février, on informera les Levalloisiens de tout ça et de ces possibilités qui leur sont offertes. Voilà ce que je peux vous dire. Je voulais simplement préciser aussi, non, sur les coûts, ça va, qu'au-delà de cette solution-là, on a quand même pas mal de Levalloisiens équipés avec d'autres solutions. Où est-ce que je retrouve mon petit papier, pardonnez-moi? Composteur. Oui, tout à fait, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai. Tac, tac, tac. Je vais les retrouver. Ah, voilà. S'ajoutent les lombricomposteurs distribués par la Maison de la Pêche et de la Nature et les composteurs de quartier. Donc depuis 2017, ce sont environ 800 foyers qui ont été équipés pour trier les biodéchets. Donc là, ces 800 foyers, ça s'ajoute aux 800 foyers qui sont venus s'inscrire à cette solution-là de points d'apport volontaire. Donc 730 foyers disposent de lombricomposteurs, 127 foyers supplémentaires en 2023, et 60 foyers utilisent les stations de compostage de quartier qui se situent pour l'une à la Maison de la Pêche et pour l'autre au cimetière de Levallois. Voilà, donc ça, c'est d'autres solutions de tri qui sont offertes aujourd'hui aux Levalloisiens et qui sont utilisées. Voilà ce que je pouvais vous dire, et sur cette délibération, et sur la manière dont nous envisageons le développement du tri des biodéchets sur la commune. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce stade? S'il n'y en a pas, je vais donc mettre cette délibération aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. On peut refaire rentrer notre... Non. Ah non, pardon, effectivement, il reste dehors parce qu'on continue avec la Maison de la Pêche et le renouvellement de la convention. Madame Deschiens, vous allez nous en dire un mot. Alors, je crois qu'elle est reconduite à l'identique. Voilà, elle est arrivée à échéance le 8 janvier dernier, donc elle est renouvelée à l'identique. Tout le monde connaît le travail de sensibilisation qui est réalisé par l'association des Amis de la Maison et de la Pêche, aussi bien sur les volets environnementaux que sur ceux du développement durable, et également tout ce qui est découverte des milieux aquatiques. Et puis, comme vous l'avez dit, Madame le maire, la sensibilisation au compostage et également les interventions dans les écoles. Pas de difficulté. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour la Maison de la Pêche. Nous pouvons les faire rentrer. Et nous allons passer aux affaires de personnel, Monsieur Launay, avec la formation de nos agents de la ville. Merci. Merci, Madame le maire. Bon, mes chers collègues, je suis sûr que vous êtes conscients de l'importance qu'a la formation pour les agents de la ville sur la sécurité et la santé. Alors, je vous fais un bref historique. Le renouvellement du marché de formation a eu lieu en juin 2023. Le lot relatif à la formation en santé et sécurité au travail a enregistré une seule proposition. Donc, on a décidé de la déclarer sans suite pour cette raison. Aussi, la ville de Levallois a souhaité passer par l'UGAP, qui est l'Union de groupement d'achat public, centrale d'achat généraliste, pour réaliser ces formations afin de bénéficier, par la concurrence, de tarifs plus intéressants à terme. L'objet de la présente délibération est donc d'approuver les termes de la convention client et de l'accord cadre à bon de commande et d'autoriser le maire ou l'adjoint à les signer, ainsi que tous les actes y afférents. Alors, la prise d'effet aura lieu jusqu'au 31 décembre 2025, avec reconduction tacite pour 6 mois, dans la limite de 2 fois, c'est-à-dire 2 fois 6 mois, soit au 31 décembre 2023. Voilà, mes chers collègues. Merci, Monsieur Launay. Pas de questions, pas de difficultés.
Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons aux affaires d'ordre général, avec là aussi le renouvellement d'une convention pluriannuelle, cette fois avec le COS, le Comité des œuvres sociales. Et cette fois-ci sortent les administrateurs du COS, c'est-à-dire M. Launay, Mme Rouchon, M. Robert, Mme Élisian, M. Lévesque, Mme Combel et Mme Fournier. Et ceux qui veulent bien rester écouteront M. Stéphane de Crepes pour nous présenter cette délibération. Oui, chers collègues, Madame le maire, vous avez tout dit. Il s'agit simplement de renouveler donc une convention pluriannuelle, triennale, entre la ville et l'association du Comité des œuvres sociales. Voilà, il est bon de dire en introduction que le Comité des œuvres sociales de la ville contribue donc à la mise en œuvre de prestations d'action sociale, collectives ou individuelles, visant à améliorer les conditions de vie des agents de la ville de Levallois et de leurs familles, notamment en matière de loisirs, d'aide aux vacances, d'aide à l'enfance et de protection sociale. Ça concerne l'ensemble des agents de la ville, agents, collaborateurs, hein, quel que soit leur statut. Voilà. Merci, Monsieur de Crepes. Pas de questions, pas de difficultés. Oui, je crois qu'il y a une chèvre quelque part, mais je ne sais pas où elle est. C'est un petit bébé? Et qui est venu? C'est pas une chèvre? Ça fait un petit bruit de chèvre, c'était très mignon, et c'est un petit bébé. Mais disons, il a de la voix parce qu'on l'a entendu, et j'étais persuadée que c'était un bruit qui sortait d'un téléphone, tellement on l'a entendu fort. Alors, s'agissant des événements de la famille... Attendez, je vais mettre en voix. Ah, d'accord. Vas-y. S'agissant justement des événements familiaux, dont les naissances, donc le montant attribué aux agents de la ville est de 160 €. Merci pour cette précision. Mais oui, là, ça marche pas. Alors, je vais mettre en voix cette délibération numéro 10, qui est pour, avis contraire, abstention. Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Si nous pouvons faire rentrer les heureux administrateurs. Très bien. Et Monsieur de Crepes, vous allez garder la parole, cette fois-ci pour l'adhésion de la ville de Levallois à un groupement d'intérêt public Ocantis pour l'externalisation, donc là on s'accroche, de la conservation et de la gestion des archives intermédiaires dans le système d'archivage électronique à valeur légale. Allez, bon courage, Monsieur de Crepes. Non, voilà, d'ailleurs, je remarque que j'interviens, c'est peut-être la première fois où personne ne sort, donc c'est une délibération d'importance pour moi. Il faut prendre une photo. Mais voilà, donc en fait, vous avez pratiquement tout dit, Madame le maire. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que le prestataire que nous utilisions pour l'archivage et la conservation des documents électroniques, c'est indispensable pour la validité de ces documents, hein, puisque aujourd'hui, la loi nous autorise à considérer les documents signés numériquement ont même valeur juridique que les preuves papier. Donc ce prestataire étant défaillant et n'ayant pas eu le renouvellement de sa certification, donc effectivement avec l'ensemble des collectivités du département des Hauts-de-Seine, le département lui-même, nous avons dû trouver en urgence un nouveau prestataire et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons que la ville de Levallois adhère au GIP Ocantis, voilà, qui apporte toutes les garanties et dont la certification qui est nécessaire pour pouvoir être prestataire a été renouvelée en 2023. Donc on est tranquille, normalement, pour un petit bout de temps. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, un peu de technique mais néanmoins importante? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Robert, si vous voulez bien nous parler des 2 prochains groupements de commandes. Merci Madame le maire. Donc, 2 délibérations sur des groupements de commandes. Le premier entre la ville et la caisse des écoles pour les marchés publics relatifs à la location de matériel événementiel pour l'organisation de manifestations. Alors, on va faire simple, hein, ça concerne les barrières de sécurisation, les WC portatifs, ou les tables, ce genre de matériel. Donc les marchés sont arrivés à terme le 31 décembre dernier. C'est un groupement de commandes qui existait déjà. C'est donc une reconduction de ce groupement de commandes qui est proposé avec la caisse des écoles. Pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour?
Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Et le deuxième sur les moyens de secours? Alors, le deuxième sur les moyens de secours, c'est cette fois-ci entre la ville et le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville. C'est la création d'un groupement de commandes pour la passation de marchés publics relatifs à la maintenance des moyens de secours. Voilà. Pas de difficulté non plus. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur de Crepes, pour le dernier point inscrit à l'ordre du jour sur l'actualisation du règlement intérieur des conseils de quartier. Oui, on a voulu, alors ce n'est pas une actualisation très importante, on a voulu simplement prendre acte d'évolutions qui ont été apportées au fonctionnement des conseils de quartier depuis qu'ils ont été renouvelés, à savoir que maintenant les candidatures, voilà, il y a eu l'apparition de la plateforme Pensons ensemble Valois, et donc maintenant les candidatures au conseil de quartier passent par cette plateforme. De la même façon, les comptes rendus de ces conseils de quartier sont accessibles depuis cette plateforme, et donc c'est la mention que nous avons apportée dans ce règlement intérieur. Et puis au fil du temps, donc nous avons créé, ou en tout cas s'est mis en place voilà, des réunions interquartiers, donc voilà, avec des référents de quartier qui représentaient leur quartier, et donc c'est ce qu'on a voulu acter dans ce règlement intérieur avec la reconnaissance des référents interquartiers. Voilà pour l'actualisation de ce règlement intérieur. Merci pour ces précisions. Monsieur Nouguier, vous avez une demande? Oui, merci Madame le maire, merci à Monsieur de Crepes pour cette présentation de points par rapport au règlement intérieur. Je vous ai fait part d'un mail il y a quelques jours. Je n'ai pas eu de réponse, mais peut-être que nous pouvons en discuter en séance. Pour la bonne information de tous, le contenu de ce mail, c'était simplement présenter des propositions justement à inscrire dans ce règlement intérieur des conseils de quartier. Cela partait d'un constat, on va dire une dévitalisation des conseils de quartier que l'on peut observer, qui se caractérise notamment lorsqu'il y a eu le renouvellement de ces conseils de quartier par une baisse du nombre de candidatures. On a eu des difficultés sur deux quartiers où on a été tout juste au nombre de candidats pour avoir le bon nombre, pour avoir les 20 conseillers de quartier. Donc, fort de ce constat et d'autres, nous avons fait part de propositions qui reprennent dans les grandes lignes les propositions que nous avions faites en 2020, donc pour revitaliser ces conseils de quartier, et que ça passerait par à la fois une question de moyens et également une question de visibilité et de meilleure communication. Sur la partie moyens, c'est par une allocation d'un budget de 10 000 € par an et par conseil pour financer des projets de quartier. Et sur le volet communication, c'est d'accorder une page d'expression libre trimestrielle dans l'Info Levallois au conseil de quartier, afin qu'ils puissent rendre compte par eux-mêmes de leur activité. Et enfin, de rendre accessibles les plénières des conseils de quartier une fois par an à l'ensemble des Levalloisiens. Voilà, merci par avance pour vos réponses. Et sinon, que comptez-vous faire pour remédier à cette baisse d'attractivité des conseils de quartier? Juste une petite question. Vous l'avez envoyé à qui, Monsieur Nouguier, le mail? Monsieur Descrepes. D'accord. Bon, écoutez, je vous répondrai, je vous ferai une réponse. Voilà, toutes les propositions sont bonnes à prendre, on va l'étudier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade. Sur l'attractivité, c'est un vrai sujet. Il n'est pas nouveau, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'en mettant de l'argent sur la table, ça donne plus, ça pousse à avoir plus de candidatures. Voilà. Sur ce sujet-là, je peux d'ores et déjà vous répondre. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire on ne va pas attribuer un budget comme ça, 10 000 €. En fait, on incite, et voilà, on l'a vu avec l'organisation nouvelle des vides-greniers, on incite les conseils de quartier à faire des propositions. Voilà, et si ces propositions sont intéressantes pour la collectivité, eh bien, on s'engage à les financer, mais ça peut aller bien au-delà de 10 000 €. Je pense que les vides-greniers, c'est beaucoup plus que 10 000 €. Voilà, c'est un peu notre choix. Voilà, beaucoup plus de souplesse que limiter à 10 000 € pour faire certes des choses, mais qui seront
des petites choses. On peut les faire aussi, mais voilà, on peut faire aussi des choses plus importantes. Et je sais que les conseils de quartier débordent de bonnes idées. Merci, Monsieur De Crepes. Je vais mettre aux voix cette dernière délibération sur l'actualisation du règlement intérieur des conseils de quartier. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Contre? D'accord. Contre, là-bas. Alors, je vais passer maintenant au vœu. On va passer, alors dans l'ordre de réception, on a d'abord reçu le vœu du groupe Levallois d'Avenir, et après nous ferons la question orale du groupe Levalloisien ensemble. Pour le Levallois d'Avenir, qui présente le vœu? Monsieur Nouguier? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'enchaîne avec donc la présentation de ce vœu qui vous a été donc communiqué comme le droit vendredi dernier au sujet de la participation de la ville à la nuit de la solidarité. Le 25 janvier dernier s'est tenue la 7e édition de la nuit de la solidarité. Cette nuit de maraude permet le décompte anonyme des personnes sans abri grâce à la mobilisation de bénévoles afin de faire progresser les dispositifs et les politiques publiques répondant à leurs besoins. Cette opération, initiée à Paris, s'est étendue dans de nombreuses villes d'Île-de-France. Cette année, 10 communes des Hauts-de-Seine ont fait le choix d'y participer. En effet, Asnières-sur-Seine et Boulogne-Billancourt rejoignent les villes déjà présentes l'an passé: Colombes, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Rueil-Malmaison, Sèvres, Ville-d'Avray et Villeneuve-la-Garenne. Ne voyant pas Levallois dans la liste des villes mobilisées, nous avons sollicité par écrit l'adjointe aux affaires sociales le 8 janvier, dans le but d'indiquer notre disponibilité pour contribuer à ce que notre ville s'y associe. Malheureusement, sans succès. Pourtant, nous assistons tristement à une recrudescence des personnes sans abri dans notre commune. La fermeture du Relais, le centre d'hébergement d'urgence levalloisien, en janvier 2023, a inévitablement eu un impact qu'il convient de mesurer. Celui-ci avait accueilli 38 personnes lors de sa dernière année de fonctionnement. Publié en octobre 2022, le dernier rapport annuel du collectif Les Morts de la rue rappelait à quel point la région Île-de-France est meurtrie par ce fléau. Le territoire concentrait à lui seul 41% des décès de personnes sans domicile en 2021. Parce que nous partageons la conviction qu'il en va de la dignité de notre ville de lutter contre le sans-abrisme, nous émettons le vœu que la ville de Levallois participe à la 8e édition de la Nuit de la Solidarité. Merci, Monsieur Nouguier. Je vais laisser Madame Martine Rouchon vous répondre, puisque les affaires sociales font partie de sa délégation. Merci. Donc, Madame le maire, chers collègues, donc, le 25 janvier dernier s'est effectivement tenue la 7e édition de la Nuit de Solidarité. L'objectif principal de cette opération est de connaître précisément le nombre de personnes sans abri sur la commune, leur profil et leurs besoins. Pour rappel, puisque vous l'évoquez dans votre vœu, le relais des sans-abri à Levallois a accueilli 38 personnes sur la période hivernale 2021-2022, n'était ouvert que la nuit de 18h30 à 8h. Et les sans-abri qui étaient accueillis étaient en effet invités à quitter les lieux à 8h chaque matin. Le règlement indiquait par ailleurs qu'une personne ne pouvait être accueillie plus de 14 nuits consécutives. Pour revenir à la nuit de la solidarité, participer à cette opération ne s'improvise pas et nécessite une organisation préalable importante. C'est en ce sens que les communes sont sollicitées à ce sujet par la métropole du Grand Paris, partenaire de l'opération dès le mois de septembre. En effet, de nombreuses réunions préparatoires se tiennent afin de former les responsables de secteur, rédiger les questionnaires, organiser les équipes et les modes de déplacement et enfin préparer la distribution de nourriture et des couvertures. Pour les plus grandes villes du département, c'est une centaine de bénévoles qui sont mobilisés sur cette opération. Ainsi, au regard de l'investissement humain et du temps à consacrer nécessaire afin de mener cette opération à bien, et surtout de façon efficace, il convient de s'assurer de son utilité. Sur ce point, force est de constater, pour une ville comme la nôtre, que cela n'est pas le cas, et ceci pour deux grandes raisons. La première explication est la configuration de Levallois.
La petite taille de notre ville est en effet un avantage non négligeable pour identifier l'ensemble des personnes sans abri et pouvoir prendre leur attache à chaque maraude, ce qui n'est pas possible dans des villes de grande taille où l'ensemble des quartiers ne peuvent pas être sillonnés à chaque maraude. La seconde raison tient à la fréquence de ces mêmes maraudes. Le Valois a la chance de pouvoir compter sur des bénévoles de la protection civile, particulièrement actifs et qui organisent une maraude hebdomadaire chaque mardi soir. La fréquence de ces maraudes est d'ailleurs doublée et passe de 2 voire à 3 par semaine lorsque le plan grand froid est déclaré. Par conséquent, pour ces 2 raisons principales, nous permettant d'ores et déjà de remplir de façon quasi hebdomadaire les missions de cette nuit de la solidarité, à savoir connaître le nombre de personnes sans abri sur la commune, leur profil et leurs besoins. Il n'apparaît pas primordial pour notre ville de Levallois de participer à cette opération dont les bénéfices ne seraient que minimes par rapport au temps consacré. Je tiens à souligner que ce constat est partagé avec la protection civile que nous avions naturellement consultée sur ce sujet. Enfin, comme vous le savez peut-être, une proposition de loi visant à mettre en place un décompte annuel des personnes sans abri dans chaque commune a été adoptée au Sénat et sera prochainement débattue à l'Assemblée. Ironie du sort, que ce soit par le gouvernement et même par les sénateurs socialistes, la position défendue dans votre vœu a été désavouée. Alors que le texte initial obligeait chaque commune à organiser annuellement une nuit de la solidarité, un amendement en commission de la rapporteure socialiste a supprimé cette obligation pour les villes de moins de 100 000 habitants, dont le Valois fait partie. Le gouvernement a, quant à lui, se montre plus que réservé sur ce texte. Le ministre Christophe Béchu a dit vouloir émettre un avis favorable sur ce texte, à condition que le Sénat adopte les amendements du gouvernement. Ces amendements qui, pour une fois, nous devons le reconnaître, font sens avec la situation sur le terrain. Le gouvernement propose, par exemple, d'aller encore plus loin en supprimant purement et simplement l'obligation pour toutes les communes de collecter et de transmettre annuellement au préfet des données sur le sans-abrisme, ne laissant donc cette obligation que pour les villes de plus de 100 000 habitants via l'organisation d'une nuit de la solidarité. La raison avancée dans les villes de taille inférieure à ce seuil, les données sont déjà connues et il est donc inutile de rajouter aux communes une charge supplémentaire. Le gouvernement a également demandé que dans la commune de plus de 100 000 habitants, la nuit de solidarité ne soit organisée annuellement, mais tous les 2 ans. Par conséquent, j'appelle mes collègues de la majorité municipale à voter contre ce vœu. Néanmoins, ne pas participer à la nuit de solidarité ne signifie pas de se mobiliser. Au contraire, notre ville va mener une opération qui correspond très précisément à un besoin identifié pour venir en aide aux sans-abri qui dorment la nuit à Levallois. Le 11 janvier dernier, la protection civile nous a en effet contactés pour mettre en place une collecte solidaire de duvets à la suite du constat fait lors de leur maraude sur la commune que leurs bénévoles n'ont pas assez de duvets à distribuer aux sans-abri alors qu'il s'agit de leur principale demande en cette période hivernale. Je profite donc de cette réponse à ce vœu pour lancer un appel à la grande générosité des Levalloisiens afin de venir déposer à l'accueil de l'hôtel de ville de Levallois du 6 au 12 février prochain des duvets neufs ou en bon état qui seront remis à la protection civile puis distribués aux sans-abri. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rouchon. Monsieur Nouguier, bien sûr, c'est un débat, c'est un vœu.
Merci. Alors, plusieurs éléments évidemment en réponse. Tout d'abord, je suis assez estomaqué par votre position. Je ne pensais honnêtement pas que sur un sujet comme ça, il pourrait y avoir des difficultés quelconques. C'est un sujet qui me semblait faire vraiment consensus et, comme je l'ai rappelé, qui est mis en place dans de nombreuses villes. Vous avez eu plusieurs arguments pour aller à l'encontre de ce vœu. Vous avez utilisé l'argument de la taille de la ville et de la bonne connaissance. Dans les villes que j'ai citées, dans Courbevoie, Ville d'Avray, on est sur des superficies équivalentes ou des nombres d'habitants et de densité à Courbevoie qui sont relativement proches. Donc je ne vois pas le sujet. Au-delà de votre a priori parfaite connaissance du nombre de SDF, que je serais curieux de savoir. 4 à 5 identifiés par la protection civile. 4 à 5 identifiés par la protection civile à Levallois et que la protection civile vient voir chaque semaine. Donc, au-delà de ce nombre que l'on apprend là, je ne sais pas pourquoi maintenant. Parce que vous me posez la question, donc on vous répond. Oui, bon, j'ai posé la question le 8 janvier pour l'organisation d'une telle nuit de la solidarité. Il n'y avait pas besoin d'attendre ce conseil pour me répondre cet élément. Au-delà de ça, cette nuit de la solidarité, ce n'est pas simplement un décompte. Cela va bien au-delà de ça. Ça va dans l'idée de mobiliser des acteurs. Vous avez parlé de la protection civile, très bien, mais de mobiliser également des bénévoles sur la ville. D'autres bénévoles d'associations, d'un travail sur le terrain pour une meilleure prise en compte, pour justement tisser ce lien entre la population et les sans-abri éventuellement sur place et prendre la mesure de la situation. Si la situation est parfaitement sous contrôle, voilà, dont acte. Mais au moins d'effectuer cet état des lieux partagé avec les citoyens qui veulent s'impliquer sur la ville. Là, c'est se couper encore une fois de l'apport éventuel des citoyens sur la ville. Au-delà de ça, si je peux continuer, vous avez parlé de la loi, du projet de loi au Sénat. Vous faites des histoires sur des amendements de socialistes. Enfin, c'est un projet de loi qui vient de la niche parlementaire des socialistes, qui est proposé par les socialistes. Donc, enfin, c'est vraiment aller à l'encontre sur un sujet comme ça qui a été voté donc largement par le Sénat avec donc des membres des Républicains et donc divers familles politiques sans que ça pose souci. Sur cette histoire donc de seuil de 100 000, on parle d'agglomération et pas de commune déjà. Donc déjà, je pense qu'il y a un petit point de détail technique. On fait partie de l'agglomération de Paris, donc peut-être que nous aurons l'obligation de faire cette nuit de la solidarité. Une agglomération n'est pas une commune. Et en plus de cela, c'est vraiment dommage. Tout simplement, je ne comprends pas que ça puisse poser une telle difficulté. Ça ne représente pas, en termes d'organisation et de coûts, quelque chose de particulièrement important pour la ville. En vous proposant cette nuit de la solidarité début janvier, je me doutais bien que la ville aurait du mal à s'y inscrire lors de cette nuit de la solidarité qui avait lieu jeudi dernier. Mais là, on vous fait un vœu pour l'an prochain, pour la 8e édition. On est bien en amont, il y a bien le temps de s'organiser, comme vous le disiez, de faire partie de tout le processus. Donc ce n'est vraiment pas si coûteux que cela, je pense. Et enfin, pour terminer, ce vœu que nous l'avons rédigé de façon relativement minimaliste par rapport à tout ce que nous pourrions attendre d'une ville de Levallois comme action sociale en faveur notamment de l'aide aux sans-abri. Cela part d'un constat. Cette nuit de la solidarité, c'est pour établir un constat. Donc le constat, vous nous dites, c'est bon, le constat, pas besoin, on le connaît, on l'a. Mais à partir de ça, quelles actions on mène derrière ? C'est ça la véritable question derrière. Quelles sont les actions ? Comment on travaille sur ce logement d'urgence ? Comment on travaille sur une meilleure détection avant qu'on aille sur le sans-abrisme ? Cela passe aussi par là. Comment on travaille sur l'emploi ? Les difficultés avec l'emploi, avec notamment des initiatives qui peuvent être faites sur les territoires zéro chômeur longue durée. Voilà, c'est tous ces sujets-là après qui découlent au-delà de simplement une action de décompte. Et enfin, je terminerai sur aussi, je pense, quelque chose qui est important, sur l'analyse des besoins sociaux. Cela fait des années que l'on vous en parle. Ça prend un temps incroyable. Ça doit passer par Paul. On en a encore sur l'expression de besoin.
c'est quand même assez désespérant que cela prenne autant de temps. Merci. Ne désespérez pas. Bon, Monsieur Nouguet, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on fait en matière d'aide sociale, de logement, d'aide aux plus fragiles, etc., parce que ça prendrait des heures, et que d'ailleurs ce n'est pas l'objectif de la Nuit de solidarité, qui est encore une fois une opération qui vise à connaître précisément le nombre de personnes sans abri sur leur commune, leur profil et leurs besoins. Et ça, on a la chance d'avoir une association dont c'est le cœur de l'action. Donc on peut se donner bonne conscience en essayant de greffer des Levalloisiens par-dessus, en disant regardez comme on est solidaire à Levallois et faire une belle opération de com'. D'ailleurs, quand on en fait, vous nous dites ah, c'est de la com', c'est nul, ça sert à rien. Bon, ok. Sincèrement, je ne vous dis pas que le problème du sans-abrisme est résolu à Levallois, et il ne le sera probablement jamais, malheureusement. On continuera à avoir des SDF en France, et ça, bien malin serait celui qui pourrait prétendre aujourd'hui résoudre ce problème de manière pérenne. Mais aujourd'hui, encore une fois, les besoins, les personnes qui sont dans la rue ont été identifiées par la protection civile, elles les suivent, elles leur apportent ce dont elles ont besoin. Aujourd'hui, le besoin urgent, c'est justement ces duvets-là dont on a besoin. On a des nouvelles vagues de froid qui vont arriver. Donc la protection civile, moi je leur fais confiance, ce sont eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui sont les mieux à même de nous dire ce dont ils ont besoin. Voilà le besoin aujourd'hui identifié. Donc les Levalloisiens qui voudront effectivement répondre à cet appel pourront le faire. Pour les raisons exposées par Madame Rouchon, on estime que la Nuit de solidarité n'est pas indispensable pour mener des actions de solidarité à Levallois. Je ne reviendrai pas dessus, mais en tout cas, voilà la position qui est la nôtre. Monsieur Gamdou, pardonnez-moi, et après Madame Courade. Monsieur Gamdou avait demandé la parole, pardonnez-moi. Bonsoir, Madame le maire, chers collègues. Donc, moi, au risque d'étonner ou de choquer, je vous rejoins sur ce que vous dites. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de journée de... Déjà, à mon sens, le vœu est politique. Et tout ce qui est politique, moi, j'aime pas. Donc, je ne suis pas là pour faire de la popole, de la politique politicienne, non, mais c'est la réalité. Donc, parce que, bon, à force, on apprend à lire à travers les vœux, à travers plein de choses. Bien dans le micro, Monsieur Gambo. Oui, pardon. En 3 ans, on apprend un petit peu quand même, j'ai appris. C'est un vœu qui est trop orienté politique pour moi. J'ai pas besoin enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de nuit de solidarité pour constater, pour faire. On n'a pas attendu ce genre d'initiative de l'État au niveau local, pour faire des maraudes, pour aider. Donc moi, je voterai contre, parce que la politique politicienne, je suis pas un adepte. Et comme vous l'avez dit, je pense que la protection civile et les associations font le nécessaire. Donc je laisse mes collègues voter comme ils le souhaitent, mais en tout cas, moi, je voterai contre. Merci, Monsieur Gamdou, c'est très clair. Madame Courade. Simplement une intervention pour vous demander une avancée justement sur l'analyse des besoins sociaux que Monsieur Nouguier évoquait. Vous connaissez mon attachement à ce sujet. Je sais bien. Et malheureusement, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner, à part qu'on a repris la main. On n'attend plus POLD et c'est directement géré par notre CCAS. Voilà, on travaille dessus. C'est Madame Tania Cosina qui travaille dessus. Oui, mais effectivement, on a perdu beaucoup de temps et ça, je vous l'accorde bien volontiers. C'est un peu le problème des compétences maintenant qui sont transférées un peu à droite à gauche sur des entités qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc on a récupéré en interne. Attendez, hop, allez-y. Du coup, ce sera peut-être plus simple de nous associer aux travaux si c'est possible. Alors déjà, prenez peut-être contact si vous voulez. Enfin, oui, bien sûr. Non, mais on envoiera le point en CCS. Ok. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. N'hésitez pas. Madame Fondeur. Oui, donc moi j'ai quand même une petite question. Si, comme vous le dites, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui sont en SDF à Levallois, que le 11 janvier, on vous a remonté qu'il fallait des duvets, pourquoi attendre un mois pour faire un appel à solidarité? Je ne comprends pas. Enfin, je pense que ça peut se trouver, 5 duvets. Enfin, je vous les aurais donnés à la limite. Donc, Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci. Alors, on va donc passer à la mise aux voix du vœu, présenté par le groupe Levallois d'Avenir, qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Nous passons à une question orale, cette fois-ci, celle du groupe Levalloisien Ensemble, au sujet de l'ESAT de Levallois. Monsieur Geffrier. Merci Madame le maire, chers collègues. Plusieurs Levalloisiens nous ont alertés sur le déménagement de l'ESAT, qui était installé à Levallois depuis près de 50 ans, 1976 pour être précis, vers la Garenne-Colombe. Alors pour la bonne compréhension de tous,
Un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, est un centre médico-social qui a pour responsabilité de faire travailler des personnes handicapées et de leur apporter un soutien à la fois médical, social et éducatif. C'est ce que l'on appelait précédemment un CAT, un centre d'aide par le travail. Ce départ de Levallois de l'ESAT, qui devait être seulement transitoire, tel que nous l'avons compris, le temps de réaliser des travaux importants sur le site de la rue Marjolin, semble finalement devoir être définitif. Pouvez-vous donc nous préciser ce qu'il en est? Quelles ont été les décisions prises respectivement par la ville et par l'association gestionnaire La Page? Et pour les familles levalloisiennes dont les enfants devront désormais se rendre à La Garenne-Colombes, serait-il possible d'organiser un mode de transport collectif, car les transports en commun ne sont pas du tout pratiques entre ces deux villes? Sinon, avez-vous des pistes pour qu'un autre ESAT puisse s'installer à Levallois, dans la mesure où les locaux ont été réaménagés à cette fin? Et par ailleurs, la MDPH du 92 a-t-elle été mobilisée sur ce sujet? Les échanges qui ont eu lieu avec les familles en novembre et en janvier, tant avec l'établissement qu'avec les services de la ville, n'ont manifestement pas permis d'apporter tous les éclairages demandés. Nos échanges tout à l'heure ont montré qu'il y avait une véritable attention au sein de ce conseil municipal sur la situation des personnes en situation de handicap. Donc nous vous remercions pour vos réponses à ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Geffrier, pour cette question. Et je vais laisser Marie Combel, mon adjointe notamment déléguée aux questions de santé et de handicap, vous apporter une réponse précise. Bonsoir, Madame le maire, chers collègues. L'ESAT de Levallois est un établissement et service d'aide par le travail, ouvert en décembre 1976 et rattaché à la fédération APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés. Il s'agit d'un établissement médico-social ayant pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap. Situé au 50 rue Marjolin, cet établissement accueille 90 travailleurs accompagnés tout au long de l'année afin de mener à bien leur projet professionnel d'accompagnement. Dans le cadre d'une opération de logements sociaux portée par l'OPH Rive de Seine Habitat sur cet immeuble, la question du devenir de l'ESAT s'est posée, l'ensemble des occupants de l'immeuble devant quitter les lieux durant les travaux. Dès le début de ce projet, nous avons assuré l'APAGE et la direction de l'ESAT du souhait de la majorité de conserver l'ESAT à Levallois dans le futur immeuble avec des locaux neufs et mieux adaptés aux besoins de leurs travailleurs. Demande naturellement acceptée par l'OPH Rive de Seine Habitat. Une première réunion s'est ainsi tenue le 1er mars 2023 en présence de la directrice adjointe de l'ESAT et du directeur immobilier de la Page, afin d'échanger sur la faisabilité de cette opération. Et une seconde réunion s'est tenue le 24 mai 2023, qui a permis de présenter le lot de volume du futur projet affecté à la Page. Le 8 juin 2023, une troisième réunion permettait de présenter la faisabilité avec l'intégration spécifique des demandes de la Page. Et une visite sur site se tenait avec les équipes de la Page le 21 juin 2023. Comme vous pouvez le constater, les échanges étaient donc nourris et permettaient de faire avancer très positivement ce projet. Un point subsistait néanmoins, la relocalisation temporaire de l'ESAT durant les travaux. Diverses informations nous sont parvenues sur le site trouvé dans le 17e arrondissement, puis finalement à Clichy, sans pour autant que la Page ou la direction de l'ESAT ne nous le confirme officiellement. De notre côté, notre municipalité n'était malheureusement pas en mesure de proposer des locaux temporaires adéquats à Levallois. Sollicité par plusieurs parents levalloisiens, inquiets du devenir de la structure qui accueille leurs enfants, j'ai rencontré un collectif de parents le 24 novembre 2023. Lors de notre entretien, j'ai été plus que surprise du peu d'informations dont disposaient les parents sur l'avancée du projet, mettant en lumière une vraie problématique de communication entre la direction de l'ESAT et les parents. Je les ai évidemment rassurés sur la volonté de la ville de conserver l'ESAT à Levallois, que ces travaux n'auraient aucune incidence sur l'effectif actuel du nombre de travailleurs, encadrement et personnel administratif,
qui réintégrerait tous les nouveaux locaux. Subsistait néanmoins toujours cette problématique de relocalisation temporaire sur laquelle les familles n'avaient toujours aucune visibilité de la part de la direction de l'ESAT. J'ai donc souhaité rencontrer la directrice adjointe de l'ESAT le vendredi 8 décembre 2023. À ma plus grande surprise, celle-ci m'a alors indiqué avoir été informée en début de la même semaine par la page de leur choix d'acquérir des locaux à la Garenne-Colombes. À aucun moment, et je souhaite insister là-dessus, ni la ville de Levallois, ni l'OPH Rive-de-Seine n'ont été informés qu'un déménagement définitif de l'ESAT était l'une des options envisagées par la page. Cette dernière explique son choix par la possibilité de devenir propriétaire, d'acquérir visiblement une surface plus grande et d'effectuer un unique déménagement sans relocalisation temporaire. Cette décision s'entend naturellement, mais nous regrettons très sincèrement que cette éventualité ne nous ait pas été communiquée plus en amont. D'une part pour les familles levalloisiennes, dont les enfants ne pourront plus aller à pied sur leur lieu de travail. J'ai indiqué immédiatement à la directrice de l'ESAT lors de notre entretien que la mise en place d'une solution de transport collectif devait être envisagée par la page pour les travailleurs levalloisiens, neuillens et clichois qui pouvaient aujourd'hui venir à pied à l'ESAT. J'ai assuré les parents que j'avais reçus que nous serons extrêmement vigilants sur ce point, que nous suivrons avec attention. Cette décision prise par la page impacte également l'OPH Rive-de-Seine Habitat, dont l'ensemble du projet, soumis qui plus est à un concours d'architectes, avait été pensé spécialement pour accueillir l'ESAT, avec des implications financières et techniques importantes. Votre question portant sur l'accueil d'un nouvel ESAT dans ces nouveaux locaux est donc tout à fait légitime. Néanmoins, ce n'est pas la piste qui est aujourd'hui retenue. D'abord, parce qu'à ce jour, aucun gestionnaire d'ESAT ne nous a sollicité afin d'installer un nouvel ESAT. Si, à l'avenir, tel devait être le cas, nous examinerions bien sûr leur demande pour voir comment nous pouvons l'accompagner. Par ailleurs, Madame le maire a reçu le 24 novembre dernier, petit clin d'œil de l'histoire ou signe du destin, le matin même où je recevais le collectif de parents de l'ESAT, Madame le maire a reçu les membres du bureau de la communauté professionnelle territoriale de santé, dite CPTS, de Levallois, lesquels lui ont fait part de leur souhait de créer à Levallois une maison de santé. Dès connaissance du départ de l'ESAT, nous avons donc repris attache avec le bureau de la CPTS de Levallois afin qu'ils puissent étudier la faisabilité d'installer leur maison de santé dans cet espace. Nous avons eu la confirmation par le bureau d'études de la CPTS, il y a quelques jours seulement, que le programme de faisabilité de la page pouvait être remplacé par celui de la maison de santé, et ceci sans remettre en cause le concours d'architectes, ce qui est une excellente nouvelle. Nous avons donc bon espoir qu'un projet à vocation sociale, répondant également à un véritable besoin de notre ville et des Levalloisiens, voit le jour dans ce futur immeuble du 50 rue Marjolin, bien qu'il ne s'agisse effectivement pas du projet initialement prévu. Ça répond à votre question, Monsieur Geffrier ? En partie, donc on se réjouit effectivement de l'installation d'une maison de santé, mais ce n'était pas la situation initiale. Ce qui me surprend dans vos éléments d'explication, c'est qu'on se soit à ce point mépris sur qui décidait entre l'ESAT et la page et qu'on n'ait pas sécurisé d'une certaine manière l'engagement de la page. Bon, là, il y a une solution, on va dire, de repli qui est satisfaisante de prime abord, mais si jamais il y avait une défection complète de l'ESAT via la page, puisque je comprends que c'est eux les décisionnaires in fine, est-ce qu'on aurait eu les moyens de se retourner contre eux? Enfin, voilà, je ne comprends pas trop qui a décidé, comment, et le fait qu'on n'ait pas eu de garantie alors qu'on s'était engagé avec l'OPH Rive-de-Seine dans cette opération immobilière
d'ampleur. Voilà, et donc sur le besoin de fond de répondre à ces jeunes, pour la plupart, ou moins jeunes en situation de handicap qui travaillaient à l'ESAT, donc Levallois, mais aussi Clichy-Neuilly. Est-ce qu'on ne peut pas, vous nous dites, aucun ESAT ne nous a sollicité, est-ce qu'on ne peut pas être proactif et aller en démarcher certains? Je pense que c'est une grande cause nationale, alors je ne sais plus les vocables spécifiquement retenus en la matière, mais enfin, qui tient à cœur à beaucoup de personnes, qu'on puisse voilà, s'engager plus effectivement sur le sujet pour réinstaller un ESAT à Levallois. On travaillera dessus, oui. Effectivement, dans les nouvelles opérations de restructuration de logements ou les nouveaux immeubles à construire, effectivement, un ESAT en pied d'immeuble, ça fait sens. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, comme vous l'a expliqué Marie Combel, sur ce projet-là qui était déjà lancé au 50 Marjolin, on a dû retomber sur nos pieds un petit peu vite parce que les concours étaient passés et qu'encore une fois, c'est du logement social qui va être construit dessus. Et là aussi, on a des besoins urgents, etc., etc. Donc tout bloquer, tout recommencer, repasser des concours d'archi, des machins, des choses qui réintégreraient un projet radicalement différent, ça pénalisait quand même beaucoup cette opération-là. Donc sur ce 50 Marjolin, on avancera comme ça avec une maison de santé qui est aussi un beau projet sur lequel on avait réfléchi au début du mandat. Et on est heureux que ça puisse se faire aussi dans des conditions qui seront très très bien. Mais pour la réimplantation d'un ESAT, effectivement, on pourra, et je pense que Marie pourra peut-être mener ça, puisque c'est elle qui avait mené ce dossier-là, aller effectivement peut-être démarcher, voir s'il y a des besoins d'implantation d'un nouvel ESAT à Levallois, qui a beaucoup d'atouts, notamment en termes de proximité avec Paris, de transport, etc. etc., etc. Voilà, pour répondre à votre question, monsieur Geffrier. Ben, écoutez, l'ordre du jour, l'ensemble de l'ordre du jour ayant été examiné, la séance du conseil municipal est levée. Je vous remercie.